Bonjour, nous recevons François Cuyand, maire de Brest. Bonjour. Vous êtes candidat à la candidature au Parti Socialiste pour la prochaine élection municipale. Johan Nedelec, le maire du Relecq-Quérillon, a retiré sa candidature. Quid de Thierry Ferré? Vous avez des discussions avec votre premier adjoint aux finances qui était également candidat jusqu'à nouvel ordre? Oui, a priori, il est candidat jusqu'à nouvel ordre, donc j'ai prévu de le voir tranquillement au courant de semaine prochaine pour évoquer cette candidature qui, à mes yeux, est légitime et compréhensible. Hein. Les ambitions sont toujours légitimes. Voilà, donc on aura une discussion entre nous. Est-ce qu'un arrangement est possible entre la métropole, la ville? Non, moi j'ai toujours dit que le maire de Brest devait être président de la métropole. On a deux structures tellement intégrées, y compris en termes de personnel, on est en gestion unifiée du personnel, mais aussi en termes de compétences, que je vois mal comment le maire de Brest et le président de Brest Métropole ne seraient pas la même personne. Et l'histoire nous montre que chaque fois que ce n'a pas été le cas, dans le passé, ça a été catastrophique pour notre agglomération. Alors, les écologistes font bande à part, sans doute dopés par leur succès aux européennes, mais pour autant, les municipales, c'est un scrutin différent. Est-ce que vous allez leur enlever leur délégation? La réponse est non. Hein. Après, ils ont décidé de manière un peu isolée de partir sur une liste. Comparaison n'est pas raison, vous avez raison de le dire. Comparer un scrutin européen et un scrutin municipal, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je regrette leur position, d'autant que nous avons travaillé ensemble depuis maintenant 25 ans et que nous avons mené de grands chantiers en termes de défense de l'environnement et de transition écologique. Donc j'avoue que j'ai assez mal compris. De là à leur enlever leur délégation, c'est une autre question. Alors le fait nouveau durant l'été, c'est la flambée de la guerre des gangs, on peut appeler ça comme on veut. La guerre des bandes. La guerre des bandes, si vous préférez, c'est plus français. Mais enfin, on est passé à un nouveau stade, qui est des échanges de coups de feu. Il n'y a pas eu, par miracle pour l'instant, de personnes tuées. Vos pouvoirs en matière de police sont limités. Néanmoins, c'est quand même un sujet majeur qui effraie la population de ces quartiers de Pont-à-Nézen et Kérourien. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a eu déjà des évolutions sur la vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire dans la mesure de vos moyens? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gangs, comme vous dites, ces bandes sont très peu nombreuses, mais rendent la vie très, très compliquée, voire impossible pour les habitants de ces deux quartiers. Avec, à mes yeux, même si je n'ai aucune preuve, sans doute en toile de fond, le trafic de stupéfiants. Nous travaillons, bien entendu, la main dans la main avec la police et avec la justice pour lutter contre ces phénomènes. La répression, c'est d'abord et avant tout, et heureusement, le rôle de la police nationale et de l'appareil judiciaire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on est dans un rôle de prévention. Et sur les deux quartiers que vous citez, les collectivités, la ville et la métropole, ont été omniprésentes pour permettre à la vie sociale. Il y a des demandes de relogement, mais enfin, j'imagine que vous ne pouvez pas reloger tout le monde. J'ai fait le point hier soir avec le directeur général de l'office HLM, de BMH. Nous avons pour l'instant assez peu de demandes de relogement parce que les habitants aiment leur quartier, tant d'ailleurs à Pont-à-Nézen qu'à Kérourien. Après, il faut... Il y a quand même plusieurs causes qui se mélangent. Il y a un caïd qui, semble-t-il, est assez connu. Il y a des bandes, effectivement, qui s'affrontent. Il y a aussi, on parle de mafia albanaise. Tout à fait. C'est multifactoriel. Tout à fait. Ce qui est nouveau, même s'il y a déjà eu des cas, ce qui est nouveau quand même, c'est l'usage d'armes à feu. Et ça nous interpelle. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'en toile de fond... Et dans les écoles, ça a débordé sur les écoles, des quartiers aux écoles. Sur un lycée, alors le tir était un tir en l'air, mais effectivement, ce sont les mêmes bandes qui poursuivent. Oui, et puis les tirs en l'air, ils disent aussi que maintenant, ils commencent à viser le corps. Sur Kérourien, la deuxième, le match retour, comme on dit, effectivement, il y aurait pu avoir mort d'homme, et c'est de très peu que ceci a été évité. On dit que les effectifs policiers sont sous-évalués.
La réalité, c'est que, à nos yeux, depuis une dizaine d'années, le commissariat de Brest a perdu environ une centaine de policiers. C'est énorme. C'est le quart à peu près des effectifs. Même si c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a eu de passages en zone gendarmerie de Landerneau, mais quand même. Et puis, les effectifs spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants sont très peu nombreux. Voilà, donc il faut que l'État se donne les moyens. C'est un effort particulier. C'est pas à Brest de manière particulière, c'est sur l'ensemble du territoire national de se poser la question de savoir comment on maintient cette interdiction. Le débat de loi, plutôt le projet de loi sur l'immigration dont Emmanuel Macron a esquissé les contours, qui semble diviser une partie des députés de la République En Marche, vous en pensez quoi ? Franchement, je n'ai pas mis le nez dans les propositions concrètes faites par Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les populations immigrées. Les problèmes qu'on évoque, ce n'est pas uniquement, vous avez évoqué les clans albanais, c'est une réalité. Mais pas stigmatiser les mineurs étrangers. Tout à fait. Il ne faut pas les stigmatiser. Derrière tout ça, il y a des bandes organisées qui existent à Brest depuis longtemps. Voilà. Oui, puisqu'on parle de 2003 pour les premiers incidents. Brest a connu une belle reconnaissance avec ce G7 des parlementaires, même s'il y a eu, comme à Biarritz, quelques critiques des commerçants. Vous avez un projet de transat, l'ancienne transat anglaise qui partait de Plymouth, qui ferait désormais... Ce sera au printemps. Brest-Charleston. Donc ça, c'est organisé par OC Sport. Tout à fait. Il y a les Capucins aussi, qui est une belle réussite. La ville a changé. Je crois que la ville a changé d'image, de visage, mais aussi de mental. De visage, effectivement, le tramway, le téléphérique, les Capucins, le port du château, etc. Nos quartiers, Brest Métropole Habitat a un patrimoine qui est extrêmement bien entretenu. Et puis, changer de visage, mais aussi de mental. Il n'y a pas de ghetto à Brest. Il n'y a pas de zone de non-droit. Il n'y a pas de zone de non-droit à Brest. Mais je pense que Brest a aussi changé de mental. Ça veut dire que les Brestois ont appris à aimer leur ville, à ne pas faire ce qu'on appelait autrefois l'auto-bresto-dénigrement, et à la valoriser à l'extérieur. Je crois que c'est quelque chose qui est nouveau. Alors Hervé Chambonnière du Télégramme parlait à propos de l'association Vivre à Brest comme d'une épée de Damoclès. Il y a une enquête judiciaire en cours. Vous êtes inquiet ? Non, il y a une enquête judiciaire en cours depuis déjà plusieurs mois. Qui a mis en cause 2 de vos anciens collaborateurs proches. Qui sont au jour d'aujourd'hui mis en examen. Pour ce qui me concerne, moi, je me regarde sans problème le matin dans la glace et j'ai la conscience tranquille sur cette affaire qui n'est pas terminée, mais qui, la porte d'entrée du journaliste que vous avez cité, c'était quand même un détournement de fonds publics. La réalité, et la Chambre régionale des comptes a vérifié la ville de Brest, est tout autre. Ce sont des élus qui se sont fait léser par un des leurs. Alors il y a une chose qui vous agace beaucoup dans cette affaire, c'est les fuites. Quand vous avez subi une brève garde à vue, RTL vous a appelé le soir même le matin même. Le matin même. Donc peu de gens finalement sont vraiment au courant du dossier. Vous vous demandez d'où ça vient. Écoutez, j'ai fait des études de droit, même si j'étais plutôt spécialisé en droit public, mais j'ai quelques souvenirs de droit pénal. Et puis, de ma vie de citoyen, j'étais persuadé qu'il existait en la matière un principe sacré, entre guillemets, qui est le principe du secret de l'enquête d'abord et de l'instruction ensuite. Force est de constater que ça tend à devenir, et je le regrette, un secret, je dirais, de polichinelle. C'est pas très agréable pour ceux qui en plus ne veulent pas se défendre. Moi, mes réponses, je les ai données à l'officier de police judiciaire et je lui donnerai le moment venu à Madame la juge d'instruction. Je ne vais pas faire des conférences de presse. N'attendez pas de moi de faire du Mélenchon. En cas de mise, ça c'est bien noté, en cas de mise en examen, vous appliquerez la jurisprudence Ferrand ou la jurisprudence Balladur plus ancienne ?
La jurisprudence Balladur, c'est pour les ministres. Et Ferrand, c'est pour les parlementaires. Je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est pas la situation dans laquelle, ce que vous évoquez, hein, c'est pas la configuration dans laquelle je me place au jour d'aujourd'hui, mais chaque chose en son temps. Vous citez d'ailleurs un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait évoqué la nécessité que la garde à vue soit utilisée de façon plus précautionneuse parce que finalement, on parle toujours de présomption d'innocence, mais à chaque fois, c'est une présomption de culpabilité qui est médiatiquement apposée sur l'élu. Même si les termes du droit pénal ont changé. Autrefois, on parlait d'inculpé. Maintenant, on parle de mis en examen. Donc c'est déjà un progrès, mais dans l'esprit du commun des mortels, effectivement, il n'y a plus cette présomption d'innocence hein, que Richard Ferrand, d'ailleurs, à juste titre, a mis en avant. Tant que vous n'êtes pas jugé, vous êtes considéré théoriquement comme innocent. Ce à quoi vous faites référence, effectivement, c'est un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute institution judiciaire de France, qui a dit clairement, sur une affaire brestoise d'ailleurs, sur une affaire concernant un notaire de la région brestoise, que la procédure de garde à vue devait être utilisée de manière très efficiente. Hein. Est-ce que la personne auditionnée va profiter pour aller finir ses jours à l'étranger, etc. Moi, je n'avais pas l'intention. C'est pas le cas. Peut-être à Molène, mais pas plus loin. Molène est encore en France, jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes candidat à un 5e mandat. Alors la question... Non, un 4e. 4e mandat, pardon. 4e mandat. N'exagérons pas. C'est Edmond Hervé qui a fait 5 mandats, mais je sais pas. Et la question qu'on se pose toujours dans ces cas-là, c'est est-ce que c'est pas le mandat de trop, finalement? Est-ce qu'il ne faut pas décrocher à un moment donné? Oui, ça peut. Mais moi, je connais des élus qui sont fatigués au bout du premier mandat et d'autres qui ne le sont pas au bout. Vous avez encore des projets, vous voulez... Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a, vous avez des il y a plusieurs projets qui sont sur les rails, excusez-moi l'expression. Du polder, ça c'est un... Oui, qui est en route. Je vois d'ailleurs Loïc Chénégira bientôt sur le sujet. Mais on a la seconde ligne de tram. On a... Et j'ai signé avec l'État récemment les opérations de renouvellement urbain sur 2 gros quartiers de Brest, à savoir Bellevue et Recouvrance. Et puis, il y a à mes yeux le dossier majeur qui doit être celui porté par les métropoles, qui est celui de la transition écologique. Comment on fait pour donner plus de poids au transport en commun, au chauffage urbain, aux économies d'énergie, etc. etc. Je crois qu'on a notre rôle à jouer, surtout à Brest, parce que Brest est une ville portuaire, et donc la montée des eaux... Qui entend bien de rester, comme disait le général de Gaulle. Alors, dernière question. Parmi vos rivaux, il y en a un qui vous agace un peu, c'est Marc Coatanea, qui a été un peu par rapport à Karl Esquin, qui lui, semble-t-il, a joué le jeu, ou en tout cas vous a prévenu plus tôt de ses intentions. Vous estimez que c'est un peu le traître du PS? Oh, le traître. Le terme est un peu fort. Le terme est un peu fort. La différence entre, effectivement, les 2 élus que vous citez, c'est que Pierre-Karl Esquin, après, a pris très rapidement position pour la République en marche, alors que Emmanuel Macron n'était pas encore candidat, et encore moins élu par définition, alors que Marc Coatanea, avec tout le respect que je lui dois, je le connais depuis 30 ans, lui, il est plutôt, je dirais, ouvrier de la 25e heure. C'est-à-dire qu'il a fait la campagne en tant que responsable du PS de Benoît Hamon. Et au mois d'octobre, alors qu'il disait partout que s'il ne restait qu'un socialiste, ça serait celui-là, il a décidé de marcher ailleurs. Et Bernadette Malgorn, vous ne la craignez pas trop, tout au moins si l'on en croit le dernier sondage? Les sondages sont à prendre avec beaucoup de précautions. La campagne va être une campagne rude et je ne néglige pas la capacité de Bernadette Malgorn à provoquer un sursaut. Voilà. François Cliant, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.